OK, correction de la page 133 et plus sur les questions sur les transformations chimiques. Donc, vrai ou faux, le numéro 1, on vous dit que la combustion est une réaction qui absorbe de l'énergie. Bien évidemment, c'est faux. La combustion, pensez à quelque chose qui brûle, ça dégage de l'énergie. Si ça dégage de la chaleur, on va parler d'énergie thermique. Dans les réactions d'oxydation, le seul oxydant possible est le dioxygène. Le problème ici, c'est le mot seul. Ce n'est pas le seul le dioxygène. Une oxydation, c'est lorsque vous avez une substance qui est capable, comme le dioxygène, comme par exemple le dibrome, le dichlore. Ces substances-là, quand ils vont réagir avec d'autres, par exemple certains métaux, vont leur arracher des électrons pour pouvoir se lier avec eux. C'est ce qui est à comprendre. Donc, il n'y a pas juste le dioxygène, il y en a d'autres aussi, le dibrome, le dichlore, tel que mentionné. Donc, la photosynthèse a lieu dans les cellules végétales, alors que la respiration cellulaire se produit dans les cellules animales. Bien, c'est vrai que la photosynthèse a lieu dans les cellules végétales, mais la respiration cellulaire, elle peut avoir lieu dans les cellules végétales et animales. Donc, à noter que ça peut être aussi dans les cellules végétales. Donc, les animaux vont faire une respiration cellulaire, comme par exemple nous, en tant que mammifères, on utilise le dioxygène, mais les organismes végétaux vont aussi faire de la respiration cellulaire de façon à pouvoir croître, de façon à pouvoir dégager une quantité d'énergie nécessaire à leur croissance. Au numéro 6, on parle de transformation chimique. Il y avait une mise en situation, on parlait de l'effet de serre qui s'emballe pour provoquer le réchauffement de la planète. Quels sont les gaz qui sont responsables de l'effet de serre? Vous avez le CO2 et le méthane. C'est les deux principaux. Notez que le méthane est présent en moins grande quantité, mais il est 25 fois plus puissant. Chaque molécule de méthane est plus puissante pour emprisonner le rayonnement infrarouge dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone est le plus important. Et il y a aussi le monoxyde de diazote puis la vapeur d'eau dans une moindre mesure. Mais en général, ce sont les deux que j'ai mis en jaune. À quelle transformation chimique sont dus les changements climatiques? Ben, ça vient de la combustion, c'est-à-dire qu'on va brûler du charbon, du pétrole, du gaz naturel, ce qu'on appelle les combustibles fossiles. Et une fois qu'il y a eu combustion de ça, il va y avoir des substances qui vont être dégagées, entre autres le dioxyde de carbone, donc principalement. Mais le méthane est produit par les ruminants, par exemple, par des flatulences de ruminants. Et ça vient aussi d'une transformation chimique, d'un processus de digestion qui n'est pas mentionné ici, mais dont on pourrait quand même parler. Au numéro 7, on vous parle du triangle du feu. Il y a trois choses pour avoir un feu. Ça nous prend quelque chose à brûler, ce qu'on appelle un combustible. OK? Ça nous prend un combustible. Ça nous prend quelque chose dans l'air, un gaz, pour pouvoir lui permettre d'entretenir la combustion, ce qu'on appelle le comburant. Souvent, le dioxygène, c'est le comburant qui est utilisé. Et il va avoir aussi, on va avoir besoin d'un point d'ignition. Le point d'ignition, c'est la quantité d'énergie. En fait, c'est ça, c'est la chaleur que doit posséder un corps pour pouvoir s'enflammer. C'est pour ça que souvent, on va amener un briquet ou on va amener une source de chaleur pour pouvoir partir un feu. Le point d'ignition, c'est ce qui va permettre au feu de la réaction de se produire. Donc, c'est quand même une quantité de chaleur qui est nécessaire pour pouvoir partir la réaction. Pensez à une allumette. Donc, en camping, vous étouffez le feu. Quand vous étouffez le feu, vous essayez de couper l'accès au dioxygène. D'accord? Donc, c'est le même principe en laboratoire. Il y a souvent une couverture, je ne sais pas si vous avez remarqué. Si jamais il y a un sarrau de quelqu'un qui prend feu, on va l'envelopper dans une couverture. On coupe l'accès au dioxygène. Donc, ici, c'est le comburant. La coupe forestière linéaire fait partie des moyens utilisés pour empêcher une extension rapide des incendies. Bon, je présume que ce qu'ils veulent dire, je ne connaissais pas la technique, mais c'est qu'il y a certains endroits où vous avez des arbres, mais on produit une coupe ici, une coupe linéaire, c'est-à-dire un endroit où il n'y aura pas d'arbres. Donc, on joue sur le combustible. Le combustible, ce sont les arbres, pour éviter que le feu se propage. Donc, par exemple, le feu pourrait avoir lieu ici, juste en haut, mais quand il va arriver ici, il y a moins de combustible, donc il est possible qu'on arrive mieux à le maîtriser. C'est ce qu'on présume. Lors d'un incendie d'un immeuble, un groupe de pompiers s'affaire à arroser l'immeuble en flammes alors que d'autres déversent de l'eau sur un immeuble voisin épargné par le feu. Ça, c'est un classique, c'est-à-dire que souvent, vous allez voir des pompiers qui vont arroser les immeubles autour. Puis là, les gens disent, mais pourquoi il n'est pas en feu l'immeuble? Bien, évidemment, c'est pour empêcher que le point d'ignition soit atteint, c'est-à-dire pour refroidir les immeubles qui sont à côté,
pour empêcher qu'ils deviennent trop chauds et qu'ils se mettent à s'inflammer. Donc, ils ne veulent pas à s'enflammer. Donc, ils ne veulent pas avoir un point d'ignition qui soit atteint, ce qu'on appelle aussi l'énergie d'activation. Ça, c'est pour le 7. Numéro 8. Bon, 3 types de combustion. Vous avez la combustion vive, la combustion lente et la combustion spontanée. Donc, combustion vive, c'est celle qui, pensez à un feu classique, l'explosion de la dynamite, combustion qui s'accompagne d'un dégagement d'une grande quantité de chaleur. Pensez à un feu intense, une maison qui brûle ou quoi que ce soit, une bûche qui brûle. Autre exemple de combustion vive, combustion à l'aide du brûleur d'une cuisinière au gaz. Donc, vraiment, quand il y a une flamme, quand vous pensez à une flamme, pensez à une combustion qui est vive. La combustion spontanée, elle, c'est la combustion qui va avoir lieu dans des conditions où il y a une réaction chimique qui s'effectue. Et cette réaction chimique-là dégage une quantité de chaleur qui va permettre l'inflammation, qui va permettre à quelque chose de s'emballer, à quelque chose de brûler. Et ça peut être fait à température qui soit plus faible que la température ambiante. Donc ici, vous avez un exemple de ça. Combustion dont le point d'ignition, c'est la quantité de chaleur à atteindre, est inférieure à la température ambiante. On donnait l'exemple d'une botte de foin. Si vous avez du foin dans une grange là, qui est toute remisée de façon pêle-mêle, avec une grande quantité d'humidité à l'intérieur, ben, l'humidité, il est possible qu'elle participe à une réaction chimique avec des micro-organismes. Puis c'est cette réaction chimique-là avec les micro-organismes, vu l'humidité, la réaction va proliférer, va dégager de la chaleur. Et ça se pourrait que cette réaction-là se produise, par exemple, à 16 degrés Celsius, alors que l'intérieur de la grange soit à 30 degrés Celsius. Donc, puis qu'il va quand même y avoir cette réaction-là qui va s'emballer, qui éventuellement va produire une combustion vive. Mais pour l'instant, quand la réaction commence à se produire à l'intérieur, par exemple, d'une botte de foin, ben, il va y avoir une température qui va être plus faible que la température ambiante. Puis tranquillement, ben là, s'il se met à avoir une vraie combustion vive qu'on peut observer, ben, ça va changer au niveau de l'intensité. Mais la combustion, ce qu'on appelle spontanée, c'est celle où est-ce que le point d'ignition est inférieur à la température qui peut être autour. Combustion, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de la combustion spontanée? Combustion qui s'accompagne du dégagement d'une grande quantité de chaleur. Donc, comme je l'ai dit, au départ, non, mais une fois que la combustion se met à se produire, la combustion spontanée peut être considérée comme la même chose qu'une combustion vive, une grande quantité de chaleur qui peut s'en dégager. Pour prendre l'exemple qu'on donnait, si le feu dans la grange se met à prendre, ben, il va y avoir une grande quantité de chaleur qui va être dégagée. Autre exemple, incendie de forêt en période de grave sécheresse. Ce qui se produit pour les incendies de forêt en période de grave sécheresse, il y a un manque d'eau au niveau du sol et il y a une chaleur qui se met à s'installer, qui est emprisonnée au niveau du sol dû au rayonnement du soleil. Et cette quantité de chaleur-là au niveau du sol va produire une réaction de combustion qui va être spontanée. Le sol va tranquillement se mettre à brûler dû à l'exposition au soleil puis au manque d'eau dans ce cas-ci. Donc, exemple de combustion spontanée. Et les combustions lentes, ben, c'est celles qu'on observe dans le corps humain. Par exemple, vous avez la respiration cellulaire qui est un exemple de combustion lente. Ce qu'on vous dit ici, c'est un exemple de combustion qui se fait sur une longue période. Ça peut prendre beaucoup de temps. Pensez à l'oxydation des métaux, par exemple. Donc, ça, c'est une combustion qui prend beaucoup de temps. Ça ne dégage pas beaucoup d'énergie, mais ça se fait quand même sur plusieurs jours, plusieurs années. Donc, formation de la rouille, vous voyez, sur la coque d'un bateau, ça, c'est une combustion lente. Combustion qui se fait à température ambiante, c'est-à-dire à la température pièce ou à la température normale, autour de 20 degrés Celsius. C'est une combustion qu'on va appeler une combustion lente. Au numéro 9, on vous donne des exemples d'oxydation. Donc, une oxydation, c'est lorsque vous avez soit du dioxygène, du dibrome, du dichlore. Donc ici, on a du dibrome qui réagit souvent avec un métal. Donc ici, on a du magnésium, on a du potassium, pour former un oxyde. Donc l'oxyde de magnésium est ici. Vous avez un oxyde de bromure de potassium qui est ici. Donc ça ne veut pas dire que c'est nécessairement l'oxygène, mais c'est souvent
soit du dioxygène, du dibrome ou du dichlore. Ici, ce n'est pas ce que vous avez au numéro B. Vous n'avez pas une réaction avec du dioxygène, du dibrome ou du dichlore. Donc, l'oxydant, c'est celui qui va arracher les électrons, qui va pouvoir lui permettre d'aller se lier avec le métal. Bien, le dioxygène, évidemment, ici, et le dibrome là. Puis, qu'est-ce que ça donne? L'oxyde que ça nous donne du monoxyde de magnésium ou de l'oxyde de magnésium. Les deux sont acceptés. Et on a du bromure de potassium, évidemment, KBr. C'est ce qui est mentionné ici à droite. Le numéro B et D, ce ne sont pas des réactions d'oxydation. Laquelle des situations sont des réactions d'oxydation? Le verdissement du cuivre des toits, oui, tout à fait. Le cuivre et le métal, le dioxygène dans l'air va faire rouiller le cuivre et l'oxyde de cuivre a cette couleur-là un peu verdâtre. La consommation de calories qui résulte de l'exercice physique, absolument. Quand tu consommes des calories, là, tu consommes de l'énergie emprisonnée dans les molécules de glucose, tu inspires du dioxygène et c'est carrément la réaction de respiration cellulaire ici qui est mentionnée en B. Okay? Donc, la production de dioxygène, ça, c'est pas une oxydation. On produit du dioxygène. On ne prend pas du dioxygène pour faire une réaction chimique. Le développement des champignons responsables du pourrissement du bois extérieur exposé à l'humidité. Encore une fois, ici, c'est des micro-organismes qui utilisent du dioxygène pour pouvoir proliférer et pourrir le bois. Donc, c'est vraiment une réaction d'oxydation. Bon, c'est pas évident pour vous de déduire, là, mais sachez-le quand même, c'est une réaction d'oxydation. La décomposition de l'eau par électrolyse pour la production de dihydrogène et de dioxygène. Donc, si on produit du dioxygène, ben, c'est pas une réaction d'oxydation, c'est simplement une production de dioxygène. L'électrolyse, c'est un moyen de séparer l'hydrogène de l'oxygène dans l'eau avec deux électrodes, positives et négatives, donc par électricité, si vous voulez. Donc, au numéro 10, c'est ça. Au numéro 11, on vous demande de faire la différence entre la photosynthèse et la respiration cellulaire. Je suis un type de combustion lente. C'est de la respiration cellulaire, c'est de la combustion parce qu'il y a le fameux glucose qui va réagir avec le dioxygène dans la respiration cellulaire pour produire de l'énergie, la vapeur, etc. Mais c'est quand même une combustion lente parce que, comme j'ai dit, il y a un comburant. Je ne peux être effectué que par les végétaux, c'est la photosynthèse. Je produis de l'énergie, c'est la respiration cellulaire. Il y a de l'énergie qui est produite à droite dans l'équation. Donc, c'est la respiration cellulaire, oui. Mes deux réactifs sont le sucre et le dioxygène. Je l'ai mentionné ici, le glucose qui est une forme de sucre avec le dioxygène. Je fabrique une substance, le glucose, qui est à la base de presque toutes les chaînes alimentaires. La photosynthèse produit du glucose. La photosynthèse utilise l'énergie du soleil, le dioxygène, le dioxyde de carbone dans l'air et va produire une quantité de glucose avec ça. Donc, j'ai lieu dans les cellules animales et végétales. Donc, la photosynthèse a lieu seulement dans les cellules végétales, mais la respiration cellulaire, autant dans les cellules animales que végétales. Et j'utilise l'énergie du soleil, évidemment, c'est la photosynthèse. Au numéro 12, on vous dit expliquer pourquoi la photosynthèse est à la base de presque toutes les chaînes alimentaires. Bien, c'est la base parce que les plantes, les végétaux, vont se nourrir du glucose qu'ils vont produire et ce glucose-là va faire leur structure cellulaire et ça va leur permettre de transférer le glucose à la base de la chaîne alimentaire. Les herbivores vont manger évidemment des végétaux, puis c'est souvent les plus petits organismes vivants dans la nature, puis ils sont à la base de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire qu'ils se font eux-mêmes manger par des organismes plus complexes, qui eux-mêmes vont se faire manger par des organismes encore plus complexes. Donc, c'est vraiment la base. Le glucose passe d'un niveau de la chaîne supérieure à un autre. Ça permet d'effectuer la respiration cellulaire par la suite. Ça permet d'avoir cette énergie-là pour pouvoir vivre.